Bonjour à tous. Effectivement, même si on a vécu un printemps qui était euh, vraiment difficile, avec bien souvent plus de mildiou qu'on aurait voulu le voir, il y a quand même eu des raisins. Et c'est intéressant de voir cette année comment le profil de ces raisins s'est constitué et de quelle façon il s'est mis en place. On va commencer par les aspects thermiques du millésime. Avant ça, c'est intéressant de se poser la question de l'impact du millésime précédent sur le point de départ de celui de cette année. Et c'est important de préciser qu'avec le printemps 2017 particulièrement chaud, et notamment la période qui a suivi le gel avec le deuxième débourrement des parcelles gelées, on avait une fertilité en 2018 qui était assez exceptionnelle au départ, effectivement dans bien des cas grandement entamée par le mildiou. Donc début de saison, on le voit là avec l'indice héliothermique, où la courbe de 2018 en pointillé rouge est légèrement au-dessus de la moyenne, donc ce qui a favorisé un débourrement franc et homogène assez tardif du fait de la fin d'hiver fraîche, notamment en février et sur la deuxième quinzaine de mars. Ce printemps, ce démarrage un peu plus chaud, ensuite s'est retrouvé plus proche de la moyenne jusqu'à fin juin, pour ensuite voir la courbe de l'indice héliothermique qui se détache à la hausse de la moyenne pour continuer cette accentuation de précocité jusqu'en fin de cycle. Donc au démarrage, on avait un débourrement avec une petite semaine de retard par rapport à la moyenne, et on a, pour terminer, en fin de cycle, avec un peu plus d'une semaine d'avance par rapport à la moyenne. Si on regarde ces données thermiques par quinzaine, avec coloré par rapport à la moyenne, ça permet de repérer ces différentes phases. Donc, mois d'avril, au-dessus de la moyenne, avec ce débourrement franc homogène qui accentuait encore le potentiel de fertilité lié à l'initiation florale de 2017. On a une seule quinzaine plus fraîche que la moyenne début mai, sur la première de mai, et ensuite on est au-dessus de la moyenne, et notamment avec l'importance des températures lors de la deuxième quinzaine de mai, très douces, qui ont en grande partie compensé le contexte très humide, avec le déficit d'ensoleillement. Donc on a eu une situation en termes de qualité de floraison qui n'a pas été aussi catastrophique que le laissaient penser les conditions de pluviométrie, du fait de ces températures supérieures à la moyenne. Donc le bilan énergétique pendant la floraison a été sauvé par ces températures. Ensuite, on voit sur la température moyenne qu'à partir du stade de nouaison jusqu'en fin de cycle, on va être sur des températures qui vont avoir tendance à être plus ou moins, de façon plus ou moins marquée selon le quinzaine, mais supérieures à la moyenne. Les maximales entrent dans les mêmes tendances. Les températures minimales, elles, accompagne cette hausse globale, même dans la période de franc beau temps estivale. On a des températures nocturnes qui restent globalement proches de la moyenne ou supérieures à la moyenne. Et on verra que ça a eu un impact non négligeable sur le profil des raisins et notamment leur profil de couleur. L'amplitude thermique, qui est un paramètre favorable en cours de maturation, plutôt défavorable en cours au moment de la floraison, on voit que les choses ont été plutôt bien faites, associées aux températures moyennes assez élevées pendant la floraison. On a aussi eu une faible amplitude thermique, ce qui est plutôt favorable aux conditions de floraison. Ensuite, en cours de maturation, ces amplitudes thermiques ont été bonnes, mais ne remplaçant pas, d'un point de vue du fonctionnement et du chargement en anthocyane, le fait qu'on ait pu avoir des nuits fraîches. Donc ces nuits fraîches ont sensiblement fait défaut. D'un point de vue du cumul de précipitations sur la période hivernale et printanière, donc ça commence au 1er novembre 2017, on voit que la courbe de 2018 en pointillé rouge encore s'inscrit parmi les valeurs les plus hautes. Donc on a eu effectivement, comme disait M. Grimal, des conditions hivernales particulièrement pluvieuses, mais également qui se sont prolongées jusqu'à début juillet, plus ou moins selon la violence des épisodes des orageux de début juillet. Ensuite, c'est intéressant de voir, parce que c'est très fortement relié à ce que la vigne subit en termes de niveau de contrainte hydrique, le parcours hydrique au travers
bilan hydrique climatique qui fait entrer en positif les précipitations, en négatif les pertes d'eau par la plante et par le sol, avec un plafonnement à 0. Donc on voit que 2018 s'inscrit parmi les millésimes, voire le millésime, avec une annulation du bilan la plus tardive. Donc c'est une caractérisation, donc ce bilan est en fonction du temps thermique, et donc ce qui caractérise le fait que la vigne ait eu une mise en contrainte qui a été particulièrement tardive, donc pas de contrainte précoce, ce qui implique une bonne phase de multiplication cellulaire, donc de nombreuses cellules, notamment dans la pellicule. Ensuite, on a un bilan hydrique qui ne cesse de diminuer, de devenir de plus en plus négatif, jusqu'à la récolte. Il n'y en a vraiment pas eu de phase significative de réhumectation en cours de maturation, à part quelques pluies début septembre, mais globalement un déficit qui n'a cessé de s'accroître jusqu'à la récolte. Cette tendance-là, donc, qui était sur la station de Saint-Julien, elle s'inscrit dans une tendance globale sur le département cette année, avec néanmoins quelques variations significatives, notamment sur l'épisode de pluie. L'épisode de pluie de la première semaine de juillet, qui montre des variations significatives, avec notamment le sud du Médoc, qui est la zone la plus arrosée, et à l'opposé, le Saint-Émilionnais, qui a été moins arrosé sur cet épisode, fortement impactant d'un point de vue du Rhône-Brun. Ensuite, pas de différence significative pendant l'été, jusqu'à début septembre, où là on a de nouveau des différences sensiblement impactantes, et pour arriver à une différence en fin de cycle entre 50 et 60 mm de différence sur le déficit hydrique selon les situations. Mais néanmoins, la tendance hydrique du millésime reste assez homogène, avec des effets plus ou moins contrastés en termes de stress selon les localisations, mais une dynamique globale générale. Ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres millésimes. On peut prendre comme exemple 2015, avec des profils de maturation très variables, des situations comme le sud du Médoc qui était resté très déficitaire, alors que d'autres avaient profité de précipitations en août importantes. Au-delà du bilan, c'est intéressant de comparer les millésimes d'un point de vue de la contrainte hydrique cumulée traduite au travers du delta C13, qui permet donc d'intégrer toutes les phases de stress de la vigne, et avec un poids accru sur les phases les plus importantes en termes d'accumulation de carbone dans les baies, donc à partir de la véraison. Le delta C13 confirme le caractère très déficitaire de l'été 2018, avec un positionnement pas tout à fait aussi déficitaire que 2010 et 2016, mais plus contraignant que 2009 et 2012. En termes de cinétique, on retrouve au travers des mesures de potentiel tige, donc mesures ponctuelles qui traduisent la situation hydrique de la vigne à l'instant T de la mesure. On réalise trois points sur les raisons qui sont pas à date constante mais à stade constant, entre nouaison, petit pois, fermeture véraison et milieu de maturation. On observe de façon cohérente avec le bilan hydrique un positionnement, une dynamique, une cinétique de 2018 proche de celle de 2010 et légèrement moins contraignante que celle de 2016, notamment pour le graphique de droite sur les Cabernet Sauvignon. Donc le paramètre hydrique du millésime est celui qui a le plus de poids dans le déterminisme de la qualité au final. Il y en a un autre qui a un poids fondamental, c'est l'azote, et notamment en termes de relation entre le niveau d'azote, la disponibilité azotée printanière et la charge tannique des raisins. On observe, malgré les conditions très humides et douces du printemps 2018, des niveaux d'azote qui ne s'envolent pas, qui restent légèrement supérieurs à la moyenne sur les merlots, plus faibles pour les Cabernet Sauvignon,
Et ce point-là peut être expliqué par un problème d'excès d'eau dans les sols sur le printemps, qui certes a été favorable à l'absorption racinaire, mais qui a pu pénaliser une partie de la minéralisation du fait d'un manque d'aération des sols. La traduction de ces situations azotées hydriques et thermiques se traduit sur les paramètres technologiques par une maturité technologique très aboutie, des degrés élevés, des poids de baie qui sont légèrement inférieurs à la moyenne sur Merlot, très inférieurs sur Cabernet Sauvignon. Donc là, on remarque sur ces profils de millésime le fait que les printemps humides suivis d'étés très secs impactent plus la taille des baies des Cabernet Sauvignon que les merlots, les cabernets étant, eux, fortement impactés par les conditions hydriques en fin de saison. Donc des poids de baie globalement plus faibles que la moyenne, des degrés supérieurs, même si on verra que les situations, les sols les plus stressants ont induit des phénomènes de réduction photosynthétique suffisants pour avoir des degrés plus faibles que la moyenne, et une dégradation importante des acides en relation avec, d'une part, les conditions hydriques contraignantes et surtout les températures très élevées, donc les plus élevées depuis 2003 en cours d'été. On peut remarquer que les pH ont moins augmenté que les acides ont été dégradés. Donc ça, c'est le point positif des fins de saison sèches qui font qu'on a peu de remontée potassique et donc on garde une efficacité des acides présents intéressante. D'un point de vue phénolique, premièrement, on bénéficie de la réduction de taille de baie en termes de phénomène de concentration, d'autant plus qu'on avait eu une bonne multiplication cellulaire en début sur la phase nouaison-fermeture. Et par contre, on observe sur les aspects anthocyaniques, qu'on pouvait attendre plutôt exceptionnels en relation avec le parcours hydrique, on observe un plafonnement des anthocyanes, notamment totales, qui en plus ont été chargés assez tardivement, et ça en relation avec les températures maximales élevées et surtout les températures minimales insuffisamment basses. Donc d'un point de vue anthocyanique, on est sur des valeurs qui sont intéressantes dans l'absolu, mais qui ne sont pas aussi importantes que ce qu'on pouvait attendre au regard de la taille des baies du fait de cet effet thermique. À l'opposé, on pouvait s'attendre, vu la situation azotée proche de la moyenne, à avoir une charge tannique qui soit également proche de la moyenne. Il se trouve que par rapport aux conditions stressantes du printemps, d'un point de vue de l'excès d'eau, et très certainement d'un point de vue de l'effet conjoint de la protection phytosanitaire et notamment de l'effet du cuivre sur l'épaississement des pellicules, on se retrouve dans ce contexte de forte pression avec des charges phénoliques qui sont nettement supérieures à la moyenne, donc des 280 qui sont nettement supérieures. Le tout dans un contexte tannique qui semble indiquer une plus forte contribution de tanin de pépin que la moyenne. Il faut prendre un peu de recul par rapport aux analyses de ce point de vue-là pour faire le lien entre tanins de pellicule dans la méthode Glory qui sont reliés aux anthocyanes, les anthocyanes ayant été pénalisés par les nuits chaudes. Par effet de conséquence, on a tendance à surévaluer la proportion de tanins venant des pépins. Donc malgré tout, malgré une charge tannique semblante importante autre que celle des pellicules, on était sur une dynamique de maturation des pépins qui était plutôt précoce du fait du contexte hydrique contraignant. On retrouve ces éléments-là en termes sur l'ACP reprenant l'ensemble des points de mesure du réseau, donc un peu plus de 130 points par année sur maintenant 11 millésimes. Et on dissocie les variables technologiques des variables phénoliques. D'un point de vue technologique, on a un positionnement de 2018 complètement à l'ouest du plan, traduit qui recoupe donc des degrés potentiels élevés, comparables à ceux de 2009, des poids de baie qui sont légèrement inférieurs à la moyenne et un contexte d'acidité nettement plus faible. D'un point de vue phénolique, on a un positionnement qui est marqué par la richesse phénolique, dans un contexte de contribution de tanin de pépin
assez important, même si ces tanins étaient bien mûrs, et de potentiel colorant globalement supérieur à la moyenne, même si le potentiel total n'était pas aussi élevé qu'on pouvait l'attendre du point de vue hydrique. Alors on se pose aussi chaque année l'effet du sol, la réaction du sol et les différences qu'on peut observer en termes des profils de sol sur le résultat sur les raisins. Et on observe cette année, comme c'est souvent le cas dans les millésimes à la fois chauds et secs, un millésime qui est fortement marqué par l'effet climatique plus que par l'effet sol. Donc on a une dynamique qui est très proche sur l'ensemble des sols. Et en dehors des sols calcaires, donc en jaune, on a une dynamique avec pas de contraintes en début de saison, contraintes modérées sur la plupart des sols au moment de la véraison, et des contraintes modérées à fortes en fin de maturation. Donc ce regroupement des cinétiques dans un contexte thermique chaud implique un effet millésime très marqué qui a tendance à supplanter l'effet sol. Donc ça, c'est en général marqueur de millésime très qualitatif, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que les sols les plus contraignants, les plus précoces, qui sortent leur épingle du jeu. La majorité du vignoble se retrouve favorablement impactée par ces conditions hydriques et thermiques. D'un point de vue azoté, on maintient un effet sol significatif, avec à gauche les sols à texture les plus fines, les sols les plus froids qui ont été impactés en termes de minéralisation et présentent des richesses azotées plus faibles, et une différence que l'on n'explique pas forcément, avec une tendance à plus d'azote dans les mous sur les merlots que sur les cabernets du graphique de droite. Enfin, cet effet sol sur les différents paramètres de maturité, on les retrouve pas forcément dans le sens de ce que l'on observe sur la moyenne des millésimes, à savoir des tailles de baies plus faibles sur les sols les plus contraignants que sur les sols à texture fine. Ça, c'est une tendance que l'on retrouve généralement. Par contre, le niveau de contrainte atteint sur ces sols les plus contraignants implique des paramètres technologiques, donc deuxième colonne, notamment sur le TAV, qui ont été impactés par le niveau de contrainte hydrique, réduisant la richesse en sucre des sols les plus précoces et les plus stressants. Ce qui n'est en généralement pas le cas, avec des degrés potentiels sur ces sols-là plus élevés en général que la moyenne, et surtout que les sols froids. Donc là, c'est l'inverse cette année. La fin de saison qui a permis des vendanges en plus tardives sur des sols avec des contraintes qui sont restées modérées, ont permis des degrés plus élevés sur les sols à faible niveau de contrainte. On retrouve quelque chose qui est également différent de la tendance moyenne, c'est que malgré une richesse azotée plus importante sur les sols qui minéralisent facilement, qui sont les plus chauds, notamment les graphes superficiels, on observe cette année des charges tanniques qui sont plus importantes sur ces sols-là, ou en tout cas aussi importantes que ce que l'on observe normalement sur les sols à texture fine, les sols argileux. Donc les sols argileux et les calcaires ressortent un peu moins bien dans le réseau, tout en étant sur des valeurs nettement supérieures à la moyenne pluriannuelle. Mais cette année, les sols de grave ressortent particulièrement bien en termes de densité et de potentiel de structure. On retrouve cette tendance sur les Cabernet Sauvignon. Même eux, résistant mieux aux contraintes hydriques fortes, ont été impactés dans leur niveau, leur degré leur richesse en sucre sur les sols les plus séchants. Et on retrouve aussi sur ces sols-là des niveaux de charge phénolique sur les sols les plus grossiers, les plus stressants, qui sont plus proches des valeurs obtenues sur argile que dans la plupart des millésimes. En conclusion, donc c'est important d'intégrer sur le démarrage de 2018 les conditions de 2017, notamment en termes de fertilité importante au débourrement, aussi bien en termes de fertilité, nombre de grappes par rameau potentiel, que de qualité de débourrement et de potentiel de double, et également sur la bonne mise en réserve en 2017, notamment par la fin de saison peu contraignante et favorable à la fois à l'accumulation de sucre tardivement et à la mise en réserve azotée, qui ont permis de favoriser également ces conditions de débourrement cette année.
L'hiver et le printemps très humides ont impacté donc le débourrement avec un débourrement tardif renforcé par ces conditions humides qui ont retardé le réchauffement des sols. Des contraintes azotées qui sont faibles à modérées malgré ces conditions hydriques, on va dire, humides et ces températures douces. Les excès d'eau et l'anoxie qui a pu en découler ont impacté l'assimilation de l'azote. Aucune contrainte hydrique précoce, donc ce qui permet donc une bonne multiplication cellulaire favorable à la richesse finale après la période de concentration d'assèchement. Le caractère doux du printemps a donc induit cette pression mildiou exceptionnelle. Un stress anoxique en relation avec l'excès d'eau et les applications de cuivre plus importantes que la moyenne ont contribué, au-delà de la contrainte azotée, à renforcer la charge tannique. Et le caractère doux a permis une floraison correcte, alors que les conditions en termes d'ensoleillement et d'humidité étaient plutôt catastrophiques. Donc un basculement début juillet avec un été très chaud et très sec, ayant permis précocement de détruire, de cataboliser les arômes variétaux végétaux. Donc il n'y a pas de vins végétaux cette année, il n'y a pas de vin marqué par les méthoxypyrazines. On a une maturité technologique très aboutie et aboutie précocement, et une maturité de pépins assez précoce en parallèle de petites baies, donc un effet de concentration, particulièrement sur les Cabernet Sauvignon des secteurs les plus séchants, où on a même observé cette année, en fin de maturation, des pH qui baissaient à nouveau sous l'effet de la concentration des baies. Fin de maturation chaude et sèche, avec une maturité phénolique qui donc s'en est retrouvée retardée, et une synthèse anthocyanique qui a été en partie pénalisée par les nuits trop chaudes de la phase de maturation. Et enfin, des vendanges saines qui ont permis d'être patients aux vendanges, un peu trop dans certains cas. C'est toujours un petit peu le risque quand la fin de saison est sèche et donc défavorable au botrytis. Des situations, notamment sur Merlot, ont été poussées un petit peu loin. Par contre, sur la grande majorité des Cabernets, cette situation a été particulièrement favorable. Merci.